direction plein sud, sud-sud-ouest, avec nos deux intervenants. Donc nous avons eu une première moitié de matinée avec une dimension institutionnelle, organisationnelle. Et là, au cours de cette présentation, nous allons entrer peut-être davantage dans le vif du sujet, dans le quotidien d'un centre répondant. Alors, pour cela, nous avons la joie d'accueillir tout d'abord le docteur Florian Giron, qui est un de nos brillants praticiens hospitaliers au sein du centre hospitalier Charles Perrin. Donc, Florian est particulièrement investi dans cette activité de suicidologie. Et il est accompagné de Jocelyn Guillaudot, qui exerce au CHU de Montpellier dans le service de mon ami Philippe Courtet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons décidé de faire aujourd'hui une présentation à deux voix pour vous parler du quotidien des centres répondants en région, parce qu'il y a la théorie, il y a le plan national, et puis il y a le quotidien des centres répondants. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir vous en faire part, de pouvoir vous partager notre expérience, notre petite expérience, puisqu'on a à peine un an, et de partager avec vous ce qu'on a pu faire déjà en un an et ce qu'il nous reste à faire. Donc moi, je suis le docteur Giron. Effectivement, je suis praticien hospitalier à Charles Perrin à Bordeaux. Je suis coordonnateur médical du 3114 à Bordeaux, mais également de Vigilance Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. Et donc, nous prendrons la parole à tour de rôle avec Jocelyn Guillaudot, qui est infirmier diplômé d'État et étudiant infirmier en pratique avancée, mention santé mentale. Comme le disait très justement le docteur Debien tout à l'heure, les missions du 3114, c'est d'être une ligne de recours gratuite, professionnelle et confidentielle. Elle se doit d'être accessible à tous, patients, tiers, professionnels, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en tout point du territoire. De ce fait, elle doit apporter une réponse à un très large panel de situations. Ça peut être évaluer, informer ou rassurer, orienter vers les ressources appropriées, porter assistance, voire même alerter les secours. On se doute bien que cette ligne, c'est une ligne de recours, elle n'a d'intérêt que si elle est promue, rendue visible et employée au service d'actions de prévention complémentaires. Je reviendrai dessus, vous allez voir en toile de fond que la stratégie globale, la prévention partagée, c'est notre obsession. Et donc cette efficacité, elle ne peut s'envisager qu'à condition qu'elle soit connue et accessible pour les personnes qui en ont besoin et que l'ensemble des acteurs de terrain mobilisés puissent s'en saisir et se l'approprier. Pour jouer pleinement ce rôle, le 3114 doit donc s'inscrire activement dans la stratégie globale et dans le réseau des acteurs œuvrant dans la prévention du suicide. Pour répondre au mieux à ces différentes missions, le 3114 a fait le choix d'une organisation s'appuyant sur des centres répondants en région. Bon, donc vous allez remarquer, c'est un petit peu les mêmes diapositives d'un diaporama à l'autre. C'est ça l'avantage, c'est que c'est les mêmes diapositives, mais on ne dit pas la même chose. Pas tout à fait. L'avantage, l'atout d'une implantation en région, c'est que ça permet une connaissance plus fine du territoire et de ses spécificités, les réseaux existants, l'organisation des soins de façon fine, ainsi que l'accès aux soins. Et cette proximité, elle permet également, et on va vous l'illustrer tout à l'heure, une coopération plus efficace, en tout cas on l'espère, et on commence surtout à s'en rendre compte, avec les partenaires. Et ça permet aussi une inscription dans un écosystème au sein d'une politique régionale qui est pilotée par les ARS, avec une organisation en centre de jour et en centre H24. Je ne reviens pas dessus, Christophe Debien l'a bien présenté tout à l'heure. Pour ma part, je vais vous présenter en quoi ça consiste pour un centre répondant. Donc, on va prendre l'exemple du centre répondant de Montpellier, qui est un centre H24. Donc, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au centre de jour, comme par exemple celui de Bordeaux. Donc, pour celui de Montpellier, une petite photo, comme ça vous donne envie de venir. Le centre H24. Pour la nuit, on va reprendre encore cette carte, mais en fait, cette carte est très importante et a différentes implications. Nous, ce que ça implique au niveau du centre de Montpellier, c'est que la nuit, nos répondants vont recevoir les appels de la région Occitanie.
ce qui est normal, de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, et les débordements des autres centres H24 qui reçoivent des appels et qui ne peuvent pas y répondre à tous, comme c'est le cas pour nous. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous aviez remarqué sur les cartes qu'avait présentées Christophe tout à l'heure, ces 3 grandes zones en fait sont découpées non pas en termes de territoire, enfin en termes de superficie, mais en termes de nombre d'habitants. Donc potentiellement 22-23 millions de personnes qui peuvent appeler chaque centre H24 la nuit. Mais ça implique aussi, vous le voyez, une diversité importante dans les territoires, une diversité importante du coup dans les ressources qu'on va pouvoir proposer, mais également des diversités importantes dans les cultures, voire des fois dans les langues parlées par les personnes qui appellent. Puisque quand on a des personnes qui habitent ou qui sont originaires des dom-tom, en tout cas plus les dom pour nous, des fois, voilà, un appel de la Réunion, ça peut être en créole. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile forcément de comprendre le créole. Donc, comme le disait Christophe, la nuit, l'avantage, ça reste que une des seules ressources qu'on va pouvoir proposer, s'il y a besoin d'une orientation, ça va être une orientation d'urgence avec les centres d'urgence ouverts 24 heures sur 24 ou un déclenchement de moyens type SAMU. Mais ce qui va pouvoir également être fait, c'est ce qui a été mis en place par le 3114 dès l'origine, c'est un lien important avec les centres de jour. Donc les centres H24 et les centres de jour ont des liens très importants. Et s'il y a besoin d'une prise en charge qui peut être différée, on va pouvoir passer le relais le lendemain au centre de jour dont la personne dépend pour qu'elle puisse proposer une offre aussi beaucoup plus territorialisée si elle peut être différée. La journée, c'est un petit peu plus facile, sauf que donc, Montpellier a en charge les personnes qui habitent en Occitanie, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça c'est ce qui est prévu. Mais également, comme vous le disiez Christophe, pour l'instant, toutes les personnes qui habitent en PACA, puisque le centre de Marseille n'a pas encore ouvert, et puis toujours les débordements des centres de jour. Les débordements, en fait, c'est les appels qui vont sur ces centres-là, mais qui ne peuvent pas être pris parce que les centres sont déjà saturés. Et du coup, ce qui est prévu, c'est que les centres H24 récupèrent ces appels pour essayer d'y répondre eux aussi. En journée, cette territorialisation implique beaucoup de liens entre les différents centres. Nous, on a beaucoup de liens avec les centres de jour, donc plus particulièrement ceux de la zone sud-est, donc avec les centres de Lyon, avec les centres de Saint-Étienne, avec le centre de Corse et le centre de La Réunion, et bientôt avec celui de Marseille, on espère. Et ça consiste avec des appels ou des échanges de mails réguliers sur des situations qui peuvent être compliquées et qui nécessitent une prise en charge collégiale. Et également, ce qu'on a mis en place, c'est des réunions par visio, en fait très régulières, au moins une fois par trimestre avec les encadrants des différents centres pour pouvoir échanger sur les difficultés, sur les différentes pratiques et faire une régulation des pratiques. L'équipe du centre répondant de Montpellier, donc tout à l'heure, Christophe, vous avez mis la vignette. Donc là, c'est de façon plus personnalisée. Donc il y a un coordinateur médical, donc c'est le docteur Lucille Villain, et qui est actuellement en congé maternité, donc elle est remplacée par le docteur Delphine Delarmina. Donc pour ma part, je suis chargé de réseau ou adjoint, il y a différents termes. On a une secrétaire, on a une cadre médicale, mais comme le disait Christophe également, en fait, nous, on a une cadre par intérim, c'est-à-dire qu'elle fait le 3114 en plus de ses autres missions, puisque la cadre recrutée n'est pas encore arrivée. Les délais institutionnels sont des fois plus longs que d'autres. Également une assistante sociale qui va pouvoir... Alors, nous, ce qu'on a choisi, on l'a depuis quelques mois déjà, et du coup, elle fait beaucoup de double écoute avec les répondants pour vraiment connaître le quotidien et le concret du travail des répondants, pour pouvoir les aider en situation immédiate. Et également, elle peut être sollicitée en différé pour se mettre en lien ou pour donner des conseils avec des prises en charge sociales qui peuvent être parfois compliquées, qui peuvent être parfois en fait la partie la plus importante de la problématique de la personne. Et enfin, je finis par les répondants. Je finis volontairement par eux parce que finalement, sans les répondants, le 3114, il ne peut pas exister. Nous, on est un centre H24. Donc, tout à l'heure, Christophe parlait de 7-8 répondants. Nous, on en a 18, comme pour tous les centres H24, puisqu'il faut couvrir en fait le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nos répondants, donc, on en a 18, des infirmiers et des psychologues, on a à peu près moitié-moitié, qui travaillent en 12 heures sur 3 tranches horaires, donc le 7h-19h, le 19h-7h, et quand on peut, quand on a l'effectif suffisant, le 11h-23h. Il y a 2 répondants par poste sur ces plages horaires. Le 11h-23h a été volontairement mis en place puisque c'est la période en fait où on reçoit le plus d'appels, plutôt fin de journée, début de nuit. Et à Montpellier, on a la particularité que ça a tendance à s'étaler un peu sur le milieu de la nuit également. Les missions des répondants, c'est avant tout répondre. Hein. Tout à l'heure, Christophe vous a bien exposé en quoi ça consistait, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pas seulement. On va aussi les impliquer sur le centre en tant que référent territoire. Vous l'avez vu, on a beaucoup de territoires à gérer, potentiellement, principalement la nuit, mais également la journée, et avec des diversités très importantes. Donc en fait, on a sollicité les répondants pour qu'ils se mettent en référence de chaque territoire pour avoir une connaissance plus spécifique de ces territoires, faire des recherches un peu plus poussées. On a beaucoup de ressources par l'annuaire qui est déjà mis en place et par d'autres ressources que nous, qui ont été mises à disposition, par exemple par les centres de vigilance de ces territoires-là, mais également d'avoir des recherches un peu plus en fonction de leurs besoins immédiats. Et puis aussi, ils se posent en référent les liens qu'on peut avoir avec les centres de jour quand ils sont, les centres quand ils sont ouverts pour exposer ce qui pourrait être compliqué. Les répondants font également partie de certains groupes de travail. Tout à l'heure, encore une fois, je me répète, mais Christophe en a parlé. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de les impliquer au maximum dans ces groupes de travail où on réfléchit à la pratique et à comment améliorer la pratique et les aider dans leur quotidien. Donc, c'est très important qu'ils soient impliqués dans ces groupes de travail. Et enfin, la partie où on essaie de les impliquer, c'est la partie réseau et communication. Ça reste compliqué puisqu'il faut déjà arriver aussi à assurer les lignes téléphoniques. Et donc, avec les effectifs, c'est compliqué de se dégager pour ces moments-là. À Montpellier, comment ça se passe? Donc, Christophe a parlé du tout petit bureau, c'est lui. Le choix a été fait d'être situé au sein de la régulation SAMU. Donc effectivement, nous, on a une particularité en plus à Montpellier, c'est que le centre SAMU est couplé avec le centre pompier, donc le S10. Donc les appels 15 et 18 arrivent au même endroit. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas dans l'hôpital, c'est un endroit extérieur à l'hôpital, à peu près à 15 minutes de Montpellier, donc du CHU, ce qui complique avec le multisite. Donc il y a un bureau dédié qui est vraiment au sein de la régulation SAMU, avec 2 lignes téléphoniques pour assurer le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 7h, 19h, 19h, 7h. Donc les répondants ont, même s'ils ont un tout petit bureau, quand même le matériel dédié avec les chaises pour le coup, les casques sans fil et les écrans informatiques. Voilà. Au niveau confort, d'après eux, ça va. On a aussi, puisqu'on n'avait que 2 lignes dans ce bureau et on ne voulait pas mettre plus de répondants que 2 dans ce petit bureau, fait le choix d'être multisite et du coup la 3e ligne, 11h, 23h est située sur la salle de repli SAMU, qui est une salle qui est faite en cas de problème du centre SAMU habituel. Et du coup, dans cette grande salle de repli, il y a également Vigilance qui est là, Vigilance Languedoc-Roussillon. Et du coup, il y a 2 lignes téléphoniques du 3114 avec l'idée que ces équipes puissent, de par leur proximité, échanger sur leurs pratiques et s'auto-améliorer. J'ai mis cette photo, puisque c'est dans cette salle-là, mais il y a également un focus sur la qualité de vie au travail. Nous, alors, ce n'est pas spécifique au 3114 Montpellier, c'est tout le CHU de Montpellier, mais qui a mis en place des fauteuils de massage. Je l'ai mis puisque c'est quelque chose qui est récurrent dans nos discussions sur le 3114. Cette salle, pour le coup, elle est vraiment agréable. Elle est très, très grande, entièrement vitrée. Le seul problème, c'est qu'on a vu sur l'héliport du SAMU et du coup sur le bruit de l'héliport du SAMU. L'activité du centre de Montpellier au 5 septembre. Donc, le centre de Montpellier a reçu 38 000 appels, on a répondu un peu plus de 25 000.
et a fait un peu plus de 7000 appels sortants, ce qui fait un taux de décroché sur les appels reçus de 67,3%, qui, vous le voyez, est en dessous de la moyenne nationale, mais qui est lié au très grand nombre d'appels. Sur les petites vignettes que vous voyez, donc c'est rapporté par jour sur 24 heures. Donc les répondants actuellement traitent 145 appels reçus, en décrochent 90, donc à 2 en fait, 2 plus 2, et font 30 appels sortants. Au niveau de la journée internationale prévention suicide, donc tout à l'heure vous avez vu Christophe a mis, et puis elle est exposée, la fresque qui a été faite à Bordeaux. Nous à Montpellier, on n'a pas pu participer comme les autres villes pour des problèmes d'organisation principalement et d'autres, mais du coup on a participé à un live Twitch puisque la prévention suicide se fait aussi sur les réseaux sociaux, et y compris ce réseau Twitch qui est investi majoritairement par des hommes jeunes et plutôt la plupart isolés. Donc c'est un média intéressant aussi à travailler. Donc une des répondantes de Montpellier et Sophie ont participé au live sur une foire aux questions dédiée aux répondants. Et Christophe et Nathalie Powell avaient aussi participé à ce live plutôt sur la partie organisationnelle. Je laisse la parole maintenant à Florian pour la partie réseau. Plutôt que de faire une redite en vous présentant le centre répondant de Bordeaux, Jocelyn nous a bien présenté les atouts et les difficultés d'un jeune dispositif qui est par essence incomplet, qui est par essence amené à évoluer, à se perfectionner. Donc voilà, je vais vous faire une redite pour vous parler de Bordeaux, des atouts et des difficultés qui existent au centre de Bordeaux. Il y en a d'autres, c'est pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Et puis en plus, en termes d'activité, ce serait beaucoup moins. Donc voilà, on a décidé plutôt de vous parler de l'autre mission majeure des centres répondants du 31-14, qui est la mission de potentialisation de la stratégie globale de prévention du suicide. Plus spécifiquement, je vais vous présenter quelques-unes des actions qui ont été mises en place au centre répondant ou à l'initiative ou dans le cadre de missions partenariales ou dans le cadre de rencontres, d'échanges avec des partenaires qui ont pu aboutir à ce déploiement de réseau. Et je vais essayer de vous illustrer à quel point c'est fondamental cette mission, sans laquelle on ne peut pas travailler, en tout cas on ne peut pas avoir de résultats probants. Pourquoi développer le réseau en prévention du suicide? Je vais le redire, je m'attendais à ce que ce soit déjà dit 20 fois depuis ce matin, ça a été dit 20 fois depuis ce matin, mais je vais le redire quand même. Pourquoi faire du réseau? Parce qu'il y a de nombreuses interventions efficaces et de dispositifs innovants qui ont montré une efficacité dans la prévention du suicide, que ce soit la lutte contre l'isolement, que ce soit le maintien du lien avec les suicidants, vigilance, que ce soit la formation des médecins généralistes. Tout ça, ça a pu être mis en place depuis plus de 20 ans maintenant en France. Et malgré toutes ces actions qui ont été menées, les taux de suicide, alors certes, ils baissent depuis plus de 20 ans, mais même au-delà. Les taux de suicide, tous âges confondus, ils connaissent une diminution continue, mais qui reste malgré tout modeste. Le constat, ou en tout cas l'hypothèse qu'on en fait, c'est que la simple juxtaposition d'intervention ne suffit pas à faire une stratégie de prévention efficace. C'est aussi le sens du rapport de l'OMS de 2014 sur la prévention du suicide, l'état d'urgence mondial. C'est un rapport que vous avez tous lu, j'en suis sûr. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le lire, c'est vraiment passionnant. Donc il y a véritablement un enjeu de l'organisation, de la coordination et au final de l'intégration de tous ces dispositifs, de toutes ces expertises et de tous ces acteurs dans une vraie stratégie globale de prévention du suicide qu'on appelle entre nous la SGPS. Quelle peut être la place d'un centre répondant régional dans cette stratégie globale de prévention du suicide? Le centre régional, c'est un échelon, à notre avis, pertinent pour développer la stratégie globale de prévention du suicide à plusieurs titres. D'une part, les centres régionaux connaissent les caractéristiques du territoire qu'ils couvrent. Ils peuvent donc contribuer aussi à la surveillance épidémiologique et c'est un échelon qui est pertinent pour s'articuler avec les dispositifs d'aval, que ce soit le sanitaire, bon ça c'est nos partenaires naturels, nous soignants, le sanitaire, mais il y a aussi les dispositifs médico-sociaux et associatifs, et là c'est moins naturel pour des soignants. Ça peut permettre aussi, le centre répondant régional,
le niveau régional d'initier des articulations étroites avec d'autres programmes et actions de prévention, que ce soit les Sentinelles, que ce soit le programme Papageno, que ce soit Vigilance. Cet échelon régional, on avait déjà un modèle qui avait montré une efficacité, c'était le modèle Vigilance, qui nous permettait de dire que déployer de la prévention du suicide à un échelon régional, ça semble être un bon niveau d'intervention. Ça permet aussi d'initier des articulations étroites avec d'autres acteurs qui sont déjà engagés, pour certains depuis plus de 20 ans, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit d'autres professionnels de santé, que ce soit le secteur, la psychiatrie, les réseaux existants, les dispositifs d'écoute et d'aide à distance, etc., etc. On a aussi cette mission de mettre en place et de promouvoir des actions de communication et des coopérations, de participer aux instances de démocratie sanitaire, d'apporter une expertise complémentaire à celle déjà existante, d'agir pour la prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc, comme le disait Jocelyn tout à l'heure, il y a du personnel dans chaque centre répondant qui est dédié à cette activité de réseau et à cette activité territoriale. Donc, tout ça pour permettre une intégration opérationnelle et pour soutenir, pour mettre en cohérence et en synergie tous les éléments au sein de la stratégie globale de prévention du suicide. Voilà, l'échelon régional il est d'autant plus pertinent que la politique régionale est pilotée par l'ARS. Il y a le modèle du 31 de vigilance qui était déjà un modèle dont on connaissait la force. Et il y a la cohérence avec les SAS qui sont en train de se déployer sur le territoire et au sein donc, de cet écosystème déjà existant qui combine, dans le cadre de la prévention du suicide, le sanitaire, mais pas que, et loin de là, le médico-social, le social, les élus, les PTSM, les associations, les comités locaux de santé mentale, les conseils locaux de santé mentale, pardon, et les comités locaux de santé. L'articulation avec les dispositifs d'aval, le large panel de situations qui sont traitées par le 3114, qui nous sont apportées par le téléphone, amène forcément une grande diversité de réponses. On s'est engagé très tôt à apporter des réponses fines et territorialisées. On a fait un petit panel des réponses possibles face aux situations traitées en prévention du suicide sur le 3114, et donc voilà, une petite liste non exhaustive des acteurs qui peuvent être mobilisés dans la gestion de crise ou dans la gestion d'une situation de vulnérabilité, que ce soit en première ligne avec les CMP, les psychiatres, les urgences générales, les urgences psy, les médecins généralistes, la maison des ados, mais que ce soit aussi avec le sanitaire libéral, que ce soit avec le médico-social, que ce soit avec l'associatif, que ce soit avec le social, que ce soit avec le sanitaire non-psy. On sait, le professeur Veva a insisté sur la place de la douleur et l'inégalité face à la douleur, au vécu de la douleur d'un sujet à l'autre, mais la douleur physique, on le sait tous, est un facteur de risque important, particulièrement quand il s'agit de douleurs chroniques, de mal soulagées, avec un mauvais pronostic. Sont un facteur important dans le passage à l'acte et dans le risque suicidaire. Donc on ne peut pas travailler que sur la tête, quoi. On peut pas travailler, il faut aussi travailler sur le corps entier et se préoccuper du corps entier de nos patients pour pouvoir réduire le risque de passage à l'acte. Voilà, et donc nous, au niveau régional, on a travaillé ces articulations avec les dispositifs d'aval, à la fois pour se faire connaître et à la fois pour pouvoir optimiser les liens opérationnels. J'ai cité quelques actions qu'on a fait, pour certaines très très rapidement, dans les jours qui ont précédé, puisque tout s'est fait très vite, qui ont précédé ou qui ont suivi l'ouverture des centres. Développer des liens privilégiés avec les SAMU, avec une ligne dédiée, avec des réunions de coordination. Des rencontres avec les EPSM du territoire, un gros travail de cartographie des ressources, qui est un travail, c'est un supplice de Sisyphe, de cartographier les ressources, parce qu'à peine on a fait le tour, qu'il y en a la moitié qui ont disparu et qu'il y en a l'autre moitié qui a été créée. Donc c'est un travail incessant et il faut sans cesse remettre à jour ce travail, cette cartographie. On a également communiqué auprès des conseils ordinaux, des URPS, des cliniques. Il y a des liens réguliers avec le social et le médico-social via l'assistante sociale du centre répondant, qui a elle-même son propre réseau, et nos réseaux sont complémentaires et on ne peut pas travailler sans ce réseau.
des rencontres avec les groupes d'entraide mutuelle, avec les lignes d'écoute, j'ai cité SOS Suicide Phoenix, etc., et j'en oublie. Et ces mises en place de partenariats et de coopération, oui, c'était là, je vous l'avais promis, la photo. Ça a pu se faire parfois dans le cadre de rencontres partenariales ou de rencontres d'échange, hein, puisque c'est notre première année d'existence. On est encore dans notre première année d'existence pour quelques jours. Hein, donc on avait cette urgence à se faire connaître, hein, et aussi à ce que les partenaires puissent s'approprier ce numéro. Donc on est allé rencontrer les opérateurs de prévention suicide pour parler du 3114, pour parler de ce qu'on faisait. On a fait un peu ce qu'a fait Jocelyn aujourd'hui, hein, parler de comment fonctionne notre centre. Et puis, ces missions, ces rencontres d'échange, elles ont pu aboutir dans certains cas à des partenariats et à vraiment une potentialisation du réseau et à s'appuyer sur le 3114 pour optimiser le repérage et la bonne prise en compte des personnes en difficulté. Donc la Dordogne et le Lot-et-Garonne, oui, on fait des choses dans la Dordogne et le Lot-et-Garonne, professeur Veva. Hein, le docteur Giron va en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. On est allé rencontrer les opérateurs en prévention du suicide et ça a abouti, donc ça c'était en février, hein, à un gros affichage du 3114 sur les marchés de Bergerac et de Villeneuve-sur-Lot, si je ne m'abuse. Voilà, et on a vu les effets en termes de recours au 3114, c'est-à-dire dans les jours, pas tout de suite, hein, mais dans les jours qui ont suivi, on a vu une augmentation du taux de recours au 3114 et particulièrement sur ces territoires. Les autres partenariats et coopérations, on n'a pas découvert la prévention du suicide avec le 3114, personne ne l'a découvert et on faisait déjà un peu de prévention du suicide avant, donc on avait déjà nos partenariats et ça a permis aussi de travailler, de redynamiser nos partenariats avec nos rencontres d'échange annuelles avec les formateurs GEPS, hein, les formateurs des sentinelles, des évaluateurs et des intervenants de crise, ainsi que des actions de formation ciblées sur le territoire de l'ex-Aquitaine. J'ai cité Rénovation parce que ce sont eux qui portent les actions de formation GEPS sur le territoire, entre autres, et que voilà, ce sont des partenaires précieux et réguliers. Un autre partenariat qu'on a pu développer, ces rencontres d'échange avec le Conseil local de santé mentale de Bordeaux, qui a pu aboutir, alors je vous passe toutes les péripéties, il y aurait de quoi faire un making-of, hein, de comment on en est arrivé à cette campagne d'affichage, mais en tout cas le résultat est là. Hein. En février, pendant une semaine, la ville de Bordeaux a affiché le 3114 un peu partout sur les panneaux JC2Co, avec de la même façon un résultat en termes d'augmentation du recours, mais là effectivement qui était de façon privilégiée sur des usagers du territoire de la métropole bordelaise. Donc vraiment on voyait le lien on pouvait soupçonner le lien entre cette communication et le recours. Voilà, donc ça c'était via le Conseil local de santé mentale de Bordeaux. Bon, je suis désolé, j'aurais voulu avoir une photo avec le ciel bleu, mais c'était en février. On fait ce qu'on peut. Un autre partenariat et d'autres types de coopération dont on est en train encore de découvrir l'importance, c'est les recours. C'est dans le cadre du recours au 3114 suite à une situation clinique. Parfois, aller faire une réunion à froid pour présenter, pour échanger, ça peut aboutir à de belles choses, mais d'autres fois, ça se délite. Par contre, ce qui marche super bien, c'est quand on arrive à développer des partenariats au détour d'une situation clinique. Souvent, c'est des situations cliniques complexes pour lesquelles on est sollicité, interpellé, et ça nous permet de rencontrer et de travailler des partenariats intéressant. Je cite en premier la DSDEN, donc le service de l'éducation nationale, hein, dans le cadre de tentatives de suicide au sein d'établissements scolaires ou en dehors d'établissements scolaires, mais avec une diffusion de l'information qui n'arrivait pas à être contrôlée au sein de l'établissement, avec un risque d'effet Werther. Hein, et donc voilà, on a pu faire le lien avec le programme Papageno, on a pu travailler la postvention, faire de la prévention de la contagion suicidaire autant que faire se peut. C'était une expérience hyper enrichissante.
Et on se rend compte que le 3114, c'est un numéro d'accès direct, hein, c'est facile d'accès, et donc on ne peut plus maîtriser aussi la diffusion de certaines choses aussi facilement. Hein. Quand il y a des ados en difficulté, quand ils ont notre numéro, ils nous appellent très vite. Hein. Ils n'attendent pas que les adultes viennent mettre un pansement, viennent contrôler. Et donc on se retrouve dans la boucle, et voilà, ça rajoute une complexité supplémentaire, mais au final c'est très intéressant et c'est très enrichissant. L'autre élément important, et ça c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec Vigilance, hein, c'est la diffusion de recommandations de bonnes pratiques ou de débriefing auprès des médecins généralistes, hein, dans le cadre d'une situation pour laquelle ils participent à la prise en charge. J'ai mis 3 points de suspension parce qu'on peut faire, on a fait tellement d'autres choses. Il faut que je cite l'association MO, avec qui on a communiqué très rapidement, hein, qui s'occupe de l'accompagnement des soignants en souffrance. Parfois également au détour d'actions de communication auprès du grand public, hein, les groupes d'entraide mutuelle, les associations étudiantes par exemple, qui a pu aboutir à un projet de stand 3114 pour une journée consacrée à la santé des étudiants sur le campus de Bordeaux. C'est quelque chose qu'on va essayer de monter. En tout cas, on se rend disponible pour les étudiants qui nous ont sollicités, pour l'association étudiante qui nous a sollicités. Suite à des rencontres d'échange organisées par le pôle national également. Hein, je rends hommage au docteur Chantal Manoni, hein, qui est médecin de santé publique et qui se charge de nous accompagner dans le développement du réseau, avec des partenariats nationaux et des encouragements à la fois chaleureux et opérationnels et pragmatiques sur comment développer le réseau au niveau territorial, au niveau local. Donc je parle je cite l'Union des CCAS, je cite les réseaux de l'Union nationale des Habitat Jeunes. Il y en a d'autres. 2 diapos de conclusion. Tout d'abord, je crois que quand j'ai dit ça, je me rends compte qu'il reste tant à faire, que ce soit au niveau du fonctionnement interne des centres répondants, avec la nécessaire stabilisation des effectifs, avec la nécessaire sécurisation du métier de répondant et la valorisation de ce métier, que ce soit l'amélioration du taux de décroché. 80%, effectivement, on sera content, mais on sera vraiment tranquille que quand on arrivera à faire 100%. Au niveau de l'accès, il y a encore tant de choses à faire. Hein. L'accès pour les personnes avec un handicap sensoriel, donc on parlait des personnes sourdes et malentendantes. Jean-Jacques Chavagna et Patrick Glossier sont dans la salle. Ils travaillent beaucoup à Poitiers sur cette question-là. L'accès pour les personnes en détention également, hein, qui sont un public éminemment vulnérable, qui n'ont pas accès au 3114 aujourd'hui. Mais également, un sujet brûlant depuis quelques jours, quelques semaines, c'est les Français résidant à l'étranger pour lesquels on est sollicité. Et au niveau du travail de cartographie et de réseau, il faut continuer. On commence juste, hein, à connaître et à se faire connaître, voire même à se faire reconnaître auprès des acteurs de la prévention du suicide, et les articulations restent encore et toujours à affiner. Ma dernière diapo, c'est pour dire que, certes, il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi beaucoup de chemin qui a été parcouru. Il faut se rappeler qu'on a à peine 1 an. J'ai pris moi aussi une photo, hein, alors c'est pas moi qui l'ai prise, la photo c'est Sud-Ouest, hein, qui a pris cette photo. J'ai pris aussi une photo qui a été faite sur le parvis de la gare Saint-Jean samedi dernier, le 10 septembre, pour la journée internationale de prévention du suicide. Moi, j'ai choisi de prendre une photo avec les acteurs, avec beaucoup d'acteurs. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que, alors certes, quand on voit cette photo, il y a le 3114, mais il y a aussi SOS Suicide Phoenix qui était présent, il y a aussi la ville qui était présente, il y a aussi Rénovation, le conseil local de santé mentale qui était passé nous voir la veille. Voilà, donc on était tous plusieurs acteurs mobilisés autour d'une même préoccupation. Alors, on peut trouver que le 3114, on voit que ça, il prend beaucoup de place sur cette photo, mais il ne faut pas oublier qu'on a à peine 1 an et qu'on a encore besoin d'être connu et reconnu, et que ce ne sera pas toujours comme ça. Et surtout, on était plusieurs, on était tous ensemble autour pour faire de la prévention du suicide, et je crois que c'est ça le plus important. Je vous remercie de votre attention. Merci Jocelyn, merci Florian pour cette présentation qui rentre dans des aspects très concrets. Alors bonjour à tous. J'aimerais vous poser une question sur un point. Je pense que je vais peut-être choquer tout le monde. Je reviens sur le 3114 au niveau du centre de détention. Quelle est votre attitude pour un répondant? Quelqu'un qui est détenu,
qui a violé, qui a tué, qui a probablement agressé quelqu'un, peut-être quelqu'un de proche ou pas. Donc voilà, cette personne en détention a envie de se tuer. Quelle est votre attitude? Comment vous répondez à sa demande, sachant qu'il a fait du mal aux autres et que finalement, il paye pour ce qu'il a fait? Alors oui, je sais, je choque beaucoup de gens, j'imagine bien. Ça va être un tollé général, mais j'aimerais vraiment avoir votre ressenti, votre attitude par rapport à ça. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'aider quelqu'un qui a tué quelqu'un, vous voyez? Alors, certes, en tout cas c'est une question morale qu'on est libre de se poser. Mais je vais répondre deux choses à cela. C'est que d'une part, le fait d'être en prison ne veut pas dire qu'on a forcément fait du mal. Il y a aussi des prévenus qui sont en prison. Le fait de ne pas être en prison ne veut pas dire qu'on n'a rien fait de mal non plus, si on réfléchit comme ça. Donc voilà, après notre déontologie... C'était pas pour me faire applaudir, c'était juste pour resituer les choses. Notre déontologie de soignant nous oblige et nous invite et nous oblige à ne pas être dans le jugement. Les personnes, qu'elles aient fait du bien ou qu'elles aient pas fait du bien ou qu'elles aient fait du mal, sont des personnes qui nous appellent parce qu'elles souffrent. Et nous, notre raison d'exister en tant que soignant, c'est de soulager la souffrance, sans juger, sans faire de distinction entre des gens qui mériteraient des soins et des gens qui ne le mériteraient pas. Voilà. Donc, après, il y a une vraie question morale, c'est comment on se débrouille avec, nous, en tant que soignants, pour aider des personnes en sachant qu'elles ont commis quelque chose qui peut nous renvoyer des émotions difficiles. Donc, alors oui, c'est pour ça qu'il y a la supervision, c'est pour ça qu'on fait des débriefings, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler en équipe et de prendre du recul, pour pouvoir accomplir notre métier avec, pour tout le monde pareil. Oui, c'était pour savoir si le patient a le choix quand il appelle pour avoir une interlocutrice ou un interlocuteur. Donc la question c'est est-ce que les personnes peuvent choisir le répondant à qui ils ont affaire? C'est bien ça? Avec des questions de genre. Alors ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour exprimer leurs difficultés à un homme ou à une femme. Je suis désolé, les préoccupations genrées, c'est vraiment... c'est vraiment de l'arrière-garde, mais en fait, ça existe encore. Donc, il y a ces préoccupations-là, donc qui sont des vraies questions, on va dire, pour le coup, des questions cliniques pertinentes parfois. Il y a des personnes qui sont en difficulté pour s'exprimer, du fait de la nature de leur souffrance, du fait de leur parcours, pour s'exprimer auprès d'un homme ou auprès d'une femme. Donc ça, c'est une question pertinente et on va... Souvent, nous, en tout cas, c'est notre point de vue à Bordeaux, dans ce contexte-là, on va proposer, on va accéder en fait à la demande afin de pouvoir mener notre évaluation dans de bonnes conditions, parce que c'est notre préoccupation, c'est de pouvoir évaluer le degré de risque suicidaire, d'urgence et de dangerosité. Après, les questions de préférence personnelle qui vont au-delà du genre, souvent, c'est « je veux parler à tel répondant ». Ça, on a décidé, pour plein de raisons, de ne pas y donner suite, parce qu'on est une ligne professionnelle, notre fonctionnement est basé sur une équipe et même sur plusieurs équipes, puisque, comme le disait Jocelyn tout à l'heure, il y a les centres de jour, les centres de nuit, il y a des basculements d'appel en cas de débordement, et donc on ne peut pas... Si on individualise trop la relation entre un répondant et un appelant, il y a un risque de perte de chance, si au moment, à l'acmé de la crise, le répondant n'est pas disponible. On n'est pas disponible. Le 3114 est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les répondants qui y travaillent ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vais peut-être juste compléter. Déjà, à Montpellier, ça va être compliqué puisqu'on n'a quasiment que des répondantes. On a un répondant. Donc, sur du 12 heures, vous imaginez bien que ça va... Il n'est pas souvent là. Donc voilà, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler quand même que le 3114, là c'était pour rebondir sur choisir un répondant.
C'est pas du suivi le 3114. Donc même si ce que t'avait dit Christophe tout à l'heure, la mission première du répondant va être de créer un lien pour pouvoir après faire l'évaluation et orienter au mieux la personne. Et on ne parle pas de patients pour le coup, mais de personnes ou d'usagers. Si on commence à choisir, je veux parler à ce répondant-là, c'est qu'on est sur quelque chose qui s'amorce comme du suivi, même si peut-être que le lien a été très fort et que la personne, dans l'idée de ne pas re-exposer toute sa situation, mais ce n'est pas la philosophie non plus du 3114. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre, que la réponse soit à peu près la même, peu importe le centre qui va répondre, peu importe le répondant qui va répondre, en tout cas en termes de lien et en termes d'investissement dans ce lien et en termes de proposition, d'orientation derrière. Et peut-être une question en lien, un peu avant le démarrage et au moment des formations, il y avait la crainte de personnes qui pourraient appeler de nombreuses fois et encombrer la ligne. Finalement, ça s'est passé comment ? Il y en a. Et la question était de savoir comment faire avec ces appels. Comment vous avez fait alors ? Alors, il y en a. Par contre, on ne retrouve pas les volumes qu'on trouve dans la littérature, mais littérature qui était pas une littérature de ligne professionnelle, de ligne de crise, mais une littérature de ligne d'écoute. Et qui faisait peur. Et qui faisait peur, effectivement. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, 80% des appels, c'est quelques répondants, quoi. Quelques appelants seulement. On ne retrouve pas un tel niveau. Est-ce que c'est lié au fait que c'est professionnel? Est-ce que c'est lié au fait qu'on travaille en équipe? Est-ce que c'est lié au fait que c'est du sanitaire, donc que c'est pas forcément exactement le même public, enfin c'est pas exactement le même public qui appelle, même s'il y a des lieux communs. Quoi qu'il en soit, ça reste un vrai sujet parce que les quelques-uns qui appellent fréquemment nous préoccupent beaucoup, à la fois en supervision, en réunion clinique. On le sait que ces appelants fréquents sont des personnes qui ont des parcours, des trajectoires suicidaires dans un nombre non négligeable de cas, et donc on tient à leur tendre la main, mais on tient aussi à ne pas être iatrogène, c'est-à-dire parce que parfois la réponse va aggraver la vulnérabilité, va aggraver la dépendance, et c'est absolument quelque chose contre lequel il faut se protéger. Il y a des recommandations de bonnes pratiques qui commencent à émerger pour ménager, je ne vais pas dire la chèvre et le chou, mais en tout cas ménager le répondant, parce que les appelants fréquents peuvent accélérer l'usure de compassion, et aussi pour apporter une réponse de qualité aux appelants fréquents, et pour leur apporter une solution malgré tout. Mais c'est un vrai sujet, et je crois qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. On tâtonne, on essaie de proposer, de mettre en place des fonctionnements. Bon, le cadre, avoir un cadre cohérent, ça, c'est inévitable pour que ça fonctionne au mieux. C'est inévitable de mettre en place un cadre, particulièrement avec ce type de population des appelants fréquents. C'est sûr que c'est un vrai sujet, puisque en fait, c'est le sujet actuel des groupes de travail qui sont en train de se faire. Donc là, actuellement, régulièrement, il y a des groupes de travail sur des thématiques données, et le groupe de travail actuel, c'est sur les appelants fréquents, justement, où nous, à Montpellier, comme sur les gros centres, dès la première semaine, on avait des appelants fréquents. En fait. Bonjour. Je voudrais revenir sur vos actions à destination du public étudiant et des associations étudiantes. Je voudrais savoir comment elles vont être structurées, quelle va être la forme de ces actions. Le public étudiant peut être vulnérable et particulièrement important à sensibiliser sur ces questions-là. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a toute une équipe sur le campus de professionnels avec l'espace santé étudiant qui peut vous accompagner aussi à structurer cette démarche. Et voilà, je voulais savoir surtout si les actions étaient déjà planifiées, envisagées, quelle forme elles vont prendre. Alors, peut-être que Jocelyn voudra en dire un mot. Moi, je vais répondre parce que j'ai oublié de vous citer l'espace santé étudiant. Vous faites partie des personnes qu'on a pu contacter de façon informelle dans le cadre de situations cliniques pour des réponses à une situation de crise ou en tout cas de vulnérabilité. Ça n'a pas amené à une structuration pour plein de raisons. Et la première, je crois que Jocelyn en a apporté un bout de réponse, c'est que le temps de réseau, c'est beaucoup de temps en fait pour le faire correctement, et on n'a pas forcément encore toujours
tout le temps qu'on voudrait pour faire ce travail de façon optimale. Néanmoins, je crois savoir qu'on réfléchit à des partenariats. On peut prendre contact, en tout cas si c'est une invitation. Si ce n'est pas le cas, on peut prendre contact pour réfléchir à une structuration. Parce que oui, les étudiants sont un public vulnérable. Alors, une dernière question rapide, et parce qu'après Sébastien Gare va aussi rajouter un mot. Justement, pour rebondir sur cette question, je me posais une question sur les statistiques. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui revient souvent ? Je vais juste vous répondre que j'en sais rien. Non, en fait, le monitoring aussi fin, nous à Montpellier, pour l'instant, on n'arrive pas à le faire à cause du volume d'appels, en fait. Donc, on n'a pas encore les données qui permettent de savoir exactement quel profil type ou quelle proportion pour chaque classe d'âge et ainsi de suite. À Montpellier, je ne saurais pas vous répondre. Et en un an, le gros artefact pour pouvoir répondre, c'est qu'on a à peine un an. Hein, donc le profil des gens qui nous appellent a surtout évolué en fonction de la connaissance et de la communication autour du numéro. Sur les premiers jours, les premières semaines de fonctionnement, le 31-14, on en parlait surtout. Il y avait des affiches dans les CMP, il y avait des affiches dans les urgences psy. Hein, donc la population qui nous a appelés, c'était des personnes qui étaient suivies par les professionnels du secteur de psychiatrie, essentiellement. Après, il y a eu des campagnes de communication à destination de certains publics. Il y a eu des campagnes qui font qu'il y a eu des vagues, en fait. On a vu des vagues de publics spécifiques qui devenaient surreprésentés pendant un temps donné. On a vu une vague de mineurs avant l'été. Mais on a besoin en fait de plus de recul. On peut monitorer. Hein. Nous, on a monitoré à Bordeaux, mais on n'a pas encore assez de données pour pouvoir faire une extraction fiable et pouvoir vous dire le 31-14, c'est surtout les mineurs qui appellent, c'est surtout les hommes, c'est surtout les femmes, c'est surtout les plus de 50 ans, c'est surtout la tranche 35-55. Voilà, si je vous donne des chiffres aujourd'hui, ils n'auront pas beaucoup de valeur. C'est aussi un intérêt de la mise en place de ces stratégies, donc de faire de la prévention, mais aussi dans un deuxième temps, et ça a commencé, de pouvoir faire de l'épidémiologie, et pas uniquement descriptive, mais aussi explicative, et ça fait aussi des arguments pour montrer l'intérêt de faire cette prévention. Dans un deuxième temps, de pouvoir aussi argumenter et d'avoir des chiffres qui sont des preuves de l'intérêt de ces stratégies. Effectivement, on est quand même dans une ère de rationalisation des moyens. Et c'est important de pouvoir adosser à nos projets, avoir un rationnel derrière les actions qu'on veut mettre en place, et pouvoir les suivre et éventuellement montrer l'efficacité d'une stratégie. Et dans la stratégie globale, il y a effectivement la nécessité d'actions ciblées. Il y a la strate population générale, il y a la strate population vulnérable, et puis il y a la strate population ciblée. Et ces actions ciblées, elles seront d'autant plus pertinentes qu'on sait qui est-ce qu'il faut cibler. On en a déjà une petite idée, mais on n'est jamais assez fin dans notre analyse. Ok, donc un tout dernier mot pour conclure. Je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement tous les 5 pour vos superbes informations, présentations et informations. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à modérer cette matinée aux côtés de Bertrand Olliac, que je remercie aussi. Et juste un tout dernier mot. Donc, moi, il y a beaucoup de choses à retenir de ces présentations. Moi, j'ai envie de retenir avant tout la pertinence des articulations avec les acteurs de la cité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez encore très bien montré. Vous nous avez prouvé tous les 5 que la prévention du suicide, finalement, c'est l'affaire de tous. Et en cela, vous rejoignez la pensée d'Émile Durkheim qui, il y a un siècle de ça, dans son livre éponyme, avait présenté le suicide comme un fait social à part entière. Voilà. Et si je fais référence à Durkheim, c'est aussi un petit clin d'œil, c'est pas tout à fait gratuit, mais c'est un clin d'œil à l'Université de Bordeaux, qui est partenaire de ce congrès. Et voilà, je voulais les remercier aussi de s'associer à cet événement. Voilà, encore une fois, un grand merci.